Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer nos études sur la création. Nous allons voir le deuxième jour de la création. Nous allons découvrir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces versets, des versets 6 à 8, 3 versets dans Genèse chapitre 1. Nous allons voir que c'est très précis et très complet comme d'habitude. Lisons le texte. Genèse 1, 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ce passage de la création est à mettre directement en lien avec un autre verset de la parole de Dieu. Job, chapitre 41, verset 31. Cette version, c'est le verset 22. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Le lien n'est pas direct, mais on va voir ensemble pourquoi. Le fait de faire bouillir le fond de la mer fait appel à une grande chaleur. Faire bouillir le fond de la mer, on imagine bien que ça fait appel à une très grande chaleur, donc avec de l'eau, c'est le fond de la mer, ça amène de l'évaporation. Tous fait cette expérience, faire bouillir de l'eau, ça s'évapore. Sur Terre, si on imagine que la mer se met à bouillir, chaude, ça va créer des nuages. C'est le principe même du cycle de l'eau, dont Job parle aussi d'ailleurs, et qui nous donne la mise en place des nuages. Et donc de ce que la Bible appelle la voûte céleste. La voûte céleste que l'on retrouve dans Job chapitre 22 verset 14 ou dans Amos chapitre 9 verset 6. Le terme traduit par voûte céleste, agouda. Agouda exprime une épaisseur, quelque chose d'épais, c'est pas une simple toile tendue, c'est quelque chose d'épais, et désigne une courbure d'un cercle ou d'une sphère. Donc, dommage pour ceux qui ont dit que la Bible disait que la terre était plate, puisque dans le livre de Job, dans le livre d'Amos, il nous est parlé de la courbure sphérique de la terre. Donc, par le terme agouda. En tout cas, il nous est parlé de cette voûte céleste qui a existé et qui était une voûte nuageuse. En fait, à travers de ce que la Bible nous exprime, donc là, on rentre directement dans le sujet et on va voir au fur et à mesure les explications. Il y eut, lors de ce deuxième jour, une épaisse couche nuageuse qui a entouré toute la terre. Une sorte de manteau nuageux qui empêchait, le soleil n'existait pas encore, mais qui, quand le soleil sera apparu, qui a empêché de voir le soleil directement. C'est-à-dire que vous voyez les effets du soleil, comme quand chez nous, on a un épais manteau nuageux, on voit quand il fait jour, quand il fait nuit. Donc là, c'était la même chose, mais il n'y avait pas de vision du soleil en direct. Donc il y a eu cette épaisse couche nuageuse tout autour de la Terre, qui faisait que la Terre, en fait, elle a presque doublé de volume, là. On va en parler un petit peu après. Non pas dans sa matière, mais à l'extérieur, celui qui aurait vu la Terre de l'extérieur aurait vu une boule plus grosse, une sorte comme un effet de serre. Dieu fit l'étendue entre les deux eaux. C'est là l'expression. Il y a eu une étendue entre les deux eaux, donc entre les eaux d'en bas, serre, et les eaux d'en haut, cette épaisse couche nuageuse. C'est là facile à comprendre. Et donc l'étendue entre les deux, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Bibliquement, on peut se poser une question, où s'arrête l'atmosphère? Voir des enfants qui me posent la question, l'atmosphère, on comprend ce que c'est. Et quand on commence à comprendre que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène, etc., à un moment donné, où est la limite? Où est la limite de cette atmosphère? Ça a une certaine importance, très important, mais c'est intéressant en tout cas, de voir que la Bible nous donne une limite de cette atmosphère. Job, chapitre 38, verset 29, il nous est dit « Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frima du ciel ?» Pardon.
Frima, képhore, qui signifie givre, gelé. Donc ce n'est pas de la glace, c'est vraiment le passage à 0 degré, on va dire, le passage du givre, et qui enfante le frima du ciel, Shamaim. Shamaim, on le verra un peu plus loin, qui littéralement signifie là, les eaux. Le mot ciel ou cieux, pluriel, donc cieux, désigne là, les eaux. Ça, on va le voir un peu après. Si on regarde un peu la structure de notre atmosphère, on a la troposphère qui commence par être tout ce que l'on vit, jusqu'à à peu près 5 km de hauteur, parfois 8 km, jusqu'aux monts les plus élevés des montagnes. Ensuite, on a la stratosphère. Et au niveau de la stratosphère, on a une particularité, c'est que plus on monte, plus la température descend, très basse, hein, puisque ça peut descendre jusqu'à moins 60 degrés quasiment. Et ensuite, on remonte en température jusqu'à la limite de la stratosphère, qui est la limite 0 degré, la limite du givre. En fait, la Bible nous dit que la limite de l'atmosphère, c'est cette ligne-là. C'est ce que nous, on appelle chez nous la stratosphère, et qui inclut la couche d'ozone qui nous protège. On va voir que c'est important aussi, cette protection. La Bible va en parler. Donc, la Bible est très précise dans sa description de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la couche nuageuse, en réalité, elle était en dessous de ce niveau-là. Elle était ici, là où on a actuellement la couche d'ozone. Là où on a actuellement la couche d'ozone. On en parlera peut-être après. Il reste quand même des questions. Compris ça? Pourquoi donner le détail d'une deuxième journée de 24 heures? Quel est l'intérêt? Bien sûr, on a la création en 6 jours, etc. Bon, on comprend bien le processus. Et il y a le grand débat, est-ce que ce sont des jours littéraux de 24 heures? Est-ce que ce sont de longues périodes? Nous avons vu dans le premier jour de création que les 24 heures étaient nécessaires à la mise en mouvement de tout le système cosmos, afin de trouver un équilibre dès le départ. On a vu que c'était nécessaire qu'il y ait 24 heures pour que tout tourne en 24 heures, que tout soit équilibré par rapport aux 24 heures. Et maintenant, deuxième jour, pourquoi 24 heures? On va y répondre tout à l'heure. Et la deuxième question, pourquoi Dieu est-il passé par le chauffage de l'eau d'en bas? Dieu aurait pu créer sa parole par le logos, la couche nuageuse. Pourquoi était-il nécessaire de passer par le ou même à la limite, pourquoi est-il nécessaire, mais aussi pourquoi nous donne-t-il l'information au travers de la parole que cette eau a été chauffée? C'est pour, bien sûr, nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Reprenons le texte. Genèse 1, 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Un autre passage de la parole de Dieu décrit ce deuxième jour. 2 Pierre 3,5. Un passage qui est un peu compliqué, un peu difficile à comprendre à sa première lecture. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ça, il n'y a aucun problème, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que cela signifie? D'après le texte de 2 Pierre 3,5, la terre, ces moments, je dirais, originels, était une boule d'eau. Parce que le texte grec est très très clair, il signifie bien que la terre, entièrement, a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Ça veut dire que la terre était au départ de l'eau, une boule d'eau. C'est surprenant. Et ça défie en tout cas toutes les théories scientifiques de la formation de l'univers et du système solaire, et en particulier de la planète Terre. De l'eau, on la connaît, H2O. Très important. H2O avec un H, l'hydrogène, il y a un seul proton, très important, vous allez voir pourquoi, et l'oxygène, qui a 8 protons. Enfin, continue, on va pas aller plus loin.
Job 41-31, on revient sur notre texte. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il fait bouillir. Ratar. Ratar, conjugué à radical ifil, veut dire faire bouillir, pas de problème. Conjugué à l'imparfait, c'est une action passée unique. C'est pas quelque chose de continu, c'est quelque chose qui a eu lieu une fois et qui a été entièrement terminé en une fois. Ce verbe ratar est formé de la racine reishtav, qui veut dire action retenue et arrêtée avant son terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une action qui a été interrompue par Dieu. Et on va voir pourquoi. Si elle n'avait pas été interrompue, nous ne serions pas là. La lettre het à la fin, symbole de l'existence élémentaire, valeur numérique 8. Le symbole élémentaire de l'existence, c'est l'hydrogène. Il n'y a qu'un seul proton, c'est vraiment l'élémentaire de l'élémentaire dans le tableau de Mendeleïev. Et l'oxygène, 8. 8 protons. Dieu agit directement sur les molécules d'eau. L'évaporation d'eau, on a vu tout à l'heure. Le texte de Job, on l'a bien compris, par l'évaporation de l'eau qui a formé cette couche nuageuse. Pourquoi une telle précision? Aujourd'hui, nous savons que la Terre émet un champ magnétique. Ce champ magnétique est équivalent à un champ magnétique généré par un énorme aimant placé à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un énorme aimant au milieu de la Terre. Si vous avez déjà vu ces images, on voit une sorte de bouclier invisible protecteur autour de la Terre, un champ magnétique. Je ne parle pas de la gravitation, je parle vraiment d'un champ magnétique. Mais on sait qu'il n'y a pas d'aimant au centre de la Terre. Il n'y a pas un gros aimant placé au centre de la Terre. Alors d'où vient ce champ magnétique? Actuellement, la théorie scientifique nous dit que le champ magnétique est généré par le mouvement d'un fluide à l'intérieur de la planète. Magma, la croûte, haut, ça s'appelle, qui tourne plus ou moins vite à l'intérieur de la Terre, avec un noyau, lui, qui serait fixe, ou qui tournerait peut-être même dans l'autre sens, un noyau ferreux. Et les mouvements de l'un sur l'autre créeraient un champ magnétique, tel un aimant, tel une dynamo, sur un vélo, un bobinage, et en tournant, ça crée un courant électrique, ce courant électrique créant un champ magnétique. C'est une théorie qui ne fonctionne pas pour plusieurs planètes du système solaire, puisque on sait que certaines planètes, on va en parler un petit peu après, comme Mercure par exemple, sont des planètes solides, qui n'ont aucun liquide à l'intérieur. Or, elles ont un champ magnétique. Donc, la théorie doit confronter à un énorme problème. Les scientifiques ne savent pas. On en parlera un petit peu après. On en parlera surtout lors du 4e jour de la création des étoiles, du Soleil, de la Lune et des étoiles. On verra ce qui s'est passé, quelles sont les théories. Mais en tout cas, ça pose un énorme problème. Et ça ne fonctionne surtout pas pour la Terre. Alors que c'est la Terre qui a servi de modèle théorique pour toutes les planètes. En fait, on est parti du principe qu'on avait compris pour la Terre, pour en déduire toutes les autres planètes. Or, ça ne fonctionne pas pour la Terre, et encore moins pour les autres planètes. Ça, c'est une citation d'évolutionnistes qui croient dans la théorie du Big Bang et de l'évolution, on va dire, hasardeuse de l'univers. Le mécanisme concernant la génération du champ géomagnétique demeure l'un des principaux problèmes non résolus en géosciences. Rapport de l'Union américaine de géophysique. Donc, qu'un pôle nord, un pôle sud, c'est pour ça qu'on a des boussoles et qu'on peut s'orienter, et que les animaux s'orientent d'ailleurs, plusieurs animaux, ça crée des champs magnétiques qui sont, comme c'est représenté sur le dessin, qui font des boucles tout autour de la Terre et qui enveloppent la Terre. Il y a un problème encore plus important pour la science. Là, celui-là, il est important, mais il y en a encore un plus important. Notre champ magnétique diminue régulièrement. Il est divisé par 2 tous les 1400 ans. C'est-à-dire que notre champ magnétique, il diminue. Ça, on le sait. On en a des preuves. Il n'y a pas de problème. Donc, en remontant dans le temps, on devrait trouver un champ magnétique 2 fois plus puissant tous les 1400 ans. Dans le temps. Pour être précis, pour avoir l'information exacte, c'est tous les 1465 ans, plus ou moins 166 ans. Pour être précis. On va rester sur 1400 ans.
Mais il manque un A, mais il y a une limite donnée par les mesures effectuées sur les coulées de lave. La Terre ne peut pas avoir plus de 10 000 ans. Quand je parle des coulées de lave, je vais parler un petit peu après, mais lorsque la lave coule, c'est liquide, et à un moment donné, quand en refroidissant, la magnétite va s'orienter suivant le champ magnétique terrestre. Plus le champ magnétique est fort, plus la magnétite va s'aligner parfaitement avec le champ magnétique. Moins le champ magnétique est fort, plus on va avoir des magnétites qui vont tendre vers ce champ, mais qui vont être un peu désordonnés. Et on imagine s'il n'y avait pas de champ magnétique, ça irait dans tous les sens. Donc avec toutes les coulées de lave que nous avons retrouvées sur la Terre, eh bien nous savons que le champ magnétique a varié, plus ou moins. On va parler un petit peu, on a même entendu, vous avez certainement entendu parler du fait qu'il y a même des inversions de pôle. Le pôle nord est devenu pôle sud, pôle nord, plusieurs fois. On va voir ce que ça donne au niveau biblique. En tout cas, ça pose un énorme problème, parce que d'après les relevés sur les laves, la Terre ne peut pas avoir plus de 10 000 ans. Puisque la mesure du champ magnétique d'il y a 10 000 ans correspond à ce qui est mesuré dans les laves. Donc elle ne peut pas avoir des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'années. Ce n'est pas possible. Il y a un problème de champ magnétique. Une autre citation évolutionniste. Le magnétisme est presque autant un casse-tête qu'au temps de William Gilbert, lorsqu'il rédigea son ouvrage sur le magnétisme, les corps magnétiques et le champ magnétique de la Terre en 1600. Nous sommes au XXIe siècle, et encore aujourd'hui, je dirais presque 4 siècles après les premières observations du champ magnétique, eh bien on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas, malgré toutes les théories qui fleurissent. Ainsi, après 400 ans de recherche, les évolutionnistes ne peuvent comprendre comment la Terre génère son champ magnétique. J'ai fait ces petites parenthèses pour bien comprendre que ce que va nous dire la parole de Dieu est très très précis, et elle va nous dire comment les champs magnétiques ont été créés grâce à ce deuxième jour. Et tout simplement, ils ne peuvent pas donner la genèse du champ magnétique parce que la Terre a été créée d'une manière très particulière par Dieu. La Bible donne l'explication de l'origine du champ magnétique terrestre. 2 Pierre 3,5, et c'est là l'explication. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, la Terre était de l'eau, formée d'eau. Donc cette molécule d'eau, c'est H2O, donc ça veut dire que c'est 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et cette molécule d'eau, elle a un moment magnétique. C'est quoi? C'est une grandeur vectorielle qui permet de mesurer l'intensité d'une source magnétique. L'oxygène a un moment magnétique très très faible. Pourquoi? Parce qu'il a 8 protons qui ont des spins, c'est-à-dire qui ont on va dire un mouvement rotatif simplifié, qui s'annulent. Ils sont 8, donc 2 par 2, ils sont opposés, donc ils s'annulent. Par contre, l'hydrogène, il n'a qu'un seul proton. Donc lui, il est très fort. Car le proton est seul, et les 2 atomes sont éloignés l'un de l'autre, à la structure atomique de la molécule d'eau. 120 degrés, donc ils ne s'interfèrent pas. Ça rentre dans le détail, hein. Mais c'est important. Et les 10 électrons de la molécule d'eau s'annulent 2 à 2. Les électrons des atomes d'hydrogène et atomes d'oxygène s'annulent. Résultat, il reste un champ fort dû à l'hydrogène. Voilà, représenté ici. Le logos, dont on a parlé lors des deux dernières études, le logos a agi sur les molécules d'eau pour aligner les spins de tous les atomes d'hydrogène, c'est-à-dire aligner les champs magnétiques. Donc vous avez de l'eau dans une casserole, il ne se passe rien. Si vous mettez de l'eau dans un four micro-ondes, par exemple, le micro-ondes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va orienter les molécules d'eau dans un sens, tout aligné, et on va dire une fraction de seconde. Après, il va les orienter dans l'autre sens. Puis à nouveau, dans le premier sens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Résultat, les molécules d'eau, elles font demi-tour sur elles-mêmes en permanence, elles se frottent l'une à l'autre, et elles s'échauffent l'une l'autre, et c'est ainsi que s'échauffent. C'est pour ça, en simplifiant, que quand vous avez quelque chose qui ne contient pas d'eau,
dans un four micro-ondes, ça ne chauffe pas. C'est là qu'on reconnaît la bonne porcelaine, par exemple. Vous la mettez dans un four micro-ondes, la porcelaine reste froide, alors que l'eau chauffe. Si vous avez un aliment sec que vous mettez dans un micro-ondes, il ne peut pas chauffer. Puisque le micro-ondes joue sur l'orientation magnétique de la molécule d'eau. Donc j'ai représenté un plus, un moins, parce qu'en fait, du coup, la molécule d'eau, elle est électriquement orientée. Et le fait d'avoir des spins et d'orienter tous les spins, eh bien on va créer un champ unique global, un champ magnétique unique global. En prenant la masse de la Terre et en prenant l'hypothèse biblique que tout était de l'eau, l'aliment de tous les spins crée un champ magnétique, c'est ce que nous avons vu. On imagine que la Terre était entièrement une boule d'eau et qu'à un moment donné, Dieu a orienté toutes les molécules d'eau dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tout est orienté, on obtient un champ 12 fois supérieur au champ actuel. Le champ magnétique engendre un courant électrique. Le champ magnétique va engendrer un courant électrique. Il fait 6 milliards d'ampères. Donc on peut le calculer puisqu'on connaît la masse de la Terre. Imaginez, pour ceux qui connaissent l'électricité, 6 milliards d'ampères. C'est énorme. C'est énorme. Le courant électrique entretient le champ électrique, même si les spins ne sont plus alignés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a créé ce courant électrique, eh bien, il va entretenir le champ magnétique. C'est comme si on avait amorcé un système, en fait. Comme si on avait amorcé un système. Ce système, en fait, il s'entretient. Mais il ralentit. D'où les mesures qui montrent que le champ magnétique terrestre, il décroît. Or, l'eau est conductrice, mais uniquement à haute température. C'est-à-dire que pour que ça ce soit possible, il fallait que l'eau soit chaude. D'où la nécessité dans Job d'avoir Dieu qui fait bouillir l'eau des fonds des mers. Sinon, c'est bien que l'eau n'est pas franchement conductrice. C'est mieux comme conducteur. Plus l'eau est chaude, plus elle conduit. Et à une certaine température, elle conduit même très très bien. Job 41-31, que nous venons de dire, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Sachant que le champ magnétique est divisé par 2 tous les 1465 ans, plus ou moins 166 ans, ce que nous avons vu tout à l'heure, il y a 6000 ans, son champ magnétique était environ 12 fois supérieur. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on prend l'hypothèse biblique, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité, mais si on prend la réalité biblique, et qu'on l'applique en faisant des calculs tels qu'on sait les faire aujourd'hui, eh bien on retombe sur nos pieds, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise que puisque tous les 1400 ans, le champ magnétique est divisé par 2, eh bien on retrouve le champ magnétique qu'il devait y avoir au moment de la création, il y a 6000 ans. Mais pourquoi l'eau? Alors que la Terre est constituée de matériaux conducteurs. Puisque la Terre est constituée de fer, 80 à 85% du noyau de la Terre, c'est du fer. Du nickel, 5%. Ensuite, du soufre, on n'en est pas sûr. Peut-être un peu de soufre, peut-être un peu de silicium. Et d'autres éléments, mais en poussière, sans importance. En tout cas, l'essentiel, 90% sont des métaux. C'est quelque chose qui est conducteur et qui peut supporter un champ magnétique. Les noyaux externes, 100% fer, nickel. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une dynamo. Mais l'intérieur de la Terre est très chaud. Entre 3800 et 5500 degrés. Chaud. Le fer a un point de Curie de 770 degrés. C'est quoi un point de Curie? Le point de Curie, c'est la température au-dessus de laquelle le matériau perd toutes ses caractéristiques ferromagnétiques pour devenir paramagnétique. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun effet magnétique. Vous prenez un aimant, vous l'approchez d'une tige en fer, la tige en fer va s'orienter vers l'aimant, et si vous chauffez la tige en fer, arrivé à une certaine température, l'aimant n'aura plus aucun effet dessus.
des éléments ferromagnétiques, qui sont attirés par un aimant, à une certaine température qu'on appelle la température, le point de Curie, température de Curie, perd toutes ses caractéristiques magnétiques. Le point de Curie du nickel, c'est 354 degrés. Dans tous les cas, la température à l'intérieur de la Terre est supérieure au point de Curie de tous les matériaux connus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie de la dynamo, d'un mouvement interne à la Terre, d'un fluide, le magma, qui tournerait autour d'un noyau ferromagnétique, n'est pas possible. Et pourtant, dans tous les livres, dans Wikipédia, dans Universalis, partout, vous allez trouver que le champ magnétique terrestre est dû à cette rotation interne à la Terre grâce au noyau ferromagnétique, en faisant fi totalement du point de Curie qui est largement dépassé. Et là, quand on pose la question, alors j'ai vu une personne, un scientifique, à qui on avait posé cette question et qui a répondu « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des masses de granit et le granit est magnétique. » C'est extraordinaire, puisque même si c'est vrai, le granit a une certaine rémanence magnétique, il faut d'abord le magnétiser. Il faut d'abord qu'il soit avoir un champ magnétique pour qu'il puisse lui-même transmettre un champ magnétique. Donc, les scientifiques, qui rejettent la parole de Dieu, sont complètement désarmés face à ce champ magnétique terrestre, qui, scientifiquement, ne devrait pas être, mais qui est. Fort heureusement pour nous tous. Donc l'explication courante du champ magnétique, justement, issue des matériaux ferromagnétiques, ne tient absolument pas. C'est impossible. Deux questions trouvent leur réponse ici. Pourquoi la valeur de E dans Jean 1.1? Vous vous souvenez? Je l'ai mis en petit ici. Nous avions vu que dans Genèse 1.1, si on prenait le nombre de lettres multiplié par le produit des lettres divisé par le nombre de mots multiplié par le produit des mots, on ne va pas rentrer dans le détail, nous retrouvions pi à une puissance supérieure, mais la racine du nombre était pi. Et dans Jean 1.1, nous avions vu que pi, c'était extrêmement important et indispensable, puisque c'était ce qui allait déterminer le premier jour de la création, tous les mouvements rotatoires, tout ce qui est rotation, tout ce qui est circulaire, tout ce qui est elliptique, qui est spirale, etc. Nous avons vu ça la dernière fois, c'est pi. Et dans Jean 1.1, si on prend exactement le même mode de calcul, on y retrouve E, l'exponentielle, la base de l'exponentielle. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, pas dans le bon ordre, mais c'est parce qu'en fait, toutes les lois de la thermodynamique qui vont gérer le deuxième jour de la création, donc la création du courant, élévation de la température, création du courant, création du champ magnétique, maintien du champ magnétique, tout ça sont gérés par des lois exponentielles E. Donc dès le départ, ce que nous avions vu, Dieu a établi les lois de la thermodynamique. Et donc c'est pour ça, la dernière fois nous n'avions pas vu pourquoi dans Jean 1.1, il était important que ce soit E, c'est parce que Dieu nous montre bien qu'il a tout établi, et que tout est selon les règles qu'il a déterminées. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi la génération du champ magnétique terrestre s'inscrit-il dans la deuxième journée de 24 heures de la création, et non pas une période plus ou moins longue? Pourquoi c'était important que ça fasse que 24 heures? Les lois de la thermodynamique, je reviens parce qu'il y a un petit souci dans le diaporama, donc créées en Genèse 1, 2 et 3, utilisées pour la génération du champ magnétique, sont régies par des formules exponentielles, dont la base mathématique est E, justement. Et donc la deuxième question, la journée de 24 heures. La génération du courant induit par le champ magnétique est proportionnelle au temps de magnétisation du support. C'est-à-dire que le courant électrique de 6 milliards d'ampères qui a parcouru la Terre, si elle avait parcouru la Terre pendant plus de 24 heures, la Terre aurait été beaucoup trop chargée magnétiquement, et à ce moment-là, la vie n'aurait pas été possible. On va voir qu'il y a une autre raison pour laquelle c'était 24 heures, qui rejoint celle-là, mais qui va compléter celle-ci. Donc déjà, on peut voir qu'il n'était pas possible que ce soit une période indéterminée, très longue, parce que certains pensent que les jours de la création représentent des périodes. Et on voit, par des simples calculs mathématiques, ou thermodynamiques simples, que c'est pas possible. Plus de 24 heures, et c'était plus possible. On continue. Donc des relevés ont montré que le champ magnétique terrestre s'est plusieurs fois inversé, ce dont on a parlé tout à l'heure.
Donc les relevés, c'est dont on a parlé, les coulées de lave avec la magnétite, qui s'oriente suivant le champ magnétique terrestre. Et en refroidissant, la magnétite se fige avec l'orientation initiale, donc ça permet de voir ce qui se passe. Mais en plus de l'intensité, en fonction de l'orientation, on retrouve le sens. Or, dans les coulées de lave, on a des coulées de lave où on a le sens inverse, ce qui signifie que le champ magnétique s'est inversé. Imaginez ce que ça peut donner si on inverse du jour au lendemain le champ magnétique nord-sud. C'est colossal. Quand, bibliquement, y a-t-il eu une action volcanique très importante? Une seule période correspond à cela, le déluge. Le déluge. Évolution, alors. On va tracer une courbe qui est estimée correspondre, c'est une estimation, on ne peut pas avoir des valeurs précises, à l'évolution de l'intensité du champ magnétique terrestre. Donc, en vertical, on a l'intensité du champ magnétique. En horizontal, on va avoir le temps. À la création, on a un champ magnétique qui était très puissant et qui va réduire, comme on l'a dit, de 2 fois tous les 1400 ans, d'après une loi exponentielle, divisée par 2 tous les temps, une loi exponentielle inverse. Ensuite, on va voir une chute complète du champ magnétique terrestre au moment du déluge, avec des inversions du champ magnétique pendant la période du déluge, d'où la nécessité d'avoir un déluge qui a duré 1 an, évidemment, et non pas une semaine ou un mois. C'était pas un tsunami qui s'est retiré, c'était vraiment un déluge universel qui a duré au moins 1 an, avec l'inversion, voilà, toutes les semaines ou 2 semaines. Le déluge ayant duré 52 semaines, vous imaginez qu'il y a eu au moins 26 inversions du champ magnétique pendant le déluge. Ce serait une autre étude à mener, de voir pourquoi pendant le déluge il y a eu cette inversion. Peut-être qu'on en parlera à la fois prochaine quand on en parlera un petit peu quand Dieu a créé le sec. Je crois que ça a une importance, comment avec la théorie des plaques tectoniques. Pour l'instant, on va s'en arrêter là. Et ensuite, une remontée du champ magnétique pour finir. Donc voilà, à l'époque de Jésus-Christ, on peut estimer que ce soit le maximum de la remontée pour redescendre, pour retrouver notre fameuse loi exponentielle avec une décroissance naturelle. Tout ça, ça permet de justifier des relevés qui sont dans les laves. Et à ce moment-là, on peut tout recadrer par rapport à la parole de Dieu. Donc le refroidissement de la Terre, chauffé pour favoriser la génération du courant interne, suit une décroissance exponentielle inverse, okay, loi de refroidissement de Newton, ça s'appelle. L'intensité du courant interne qui dépend de la température, donc lui va décroître aussi suivant une forme exponentielle. La décroissance du champ magnétique terrestre suit une loi exponentielle inverse. Voilà. Un petit calcul. Je vais peut-être vous faire peur un peu, mais un petit calcul. Intensité du courant généré, on a dit que c'était 6 milliards d'ampères. L'effet Joule, c'est-à-dire la perte en chaleur, on la connaît, c'est RI carré multiplié par le temps. La résistance de l'eau pure, on sait que la résistance c'est 1,8 10 puissance 5 ohms. Ok. Avec tout ça, on peut calculer l'énergie libérée. 5,6 10 puissance 29 joules. Énorme, énorme. L'énergie de vaporisation de l'eau, on sait que c'est 2250 joules par gramme. Étant donné qu'on a une exponentielle inverse au niveau de la perte en joules aussi, on peut, alors ça va être un calcul approximatif, calculer combien d'eau s'est vaporisée lors du 2e jour de la création. Incroyable. Puisqu'on sait que ça fait 24 heures. Donc on peut calculer. Et on arrive à peu approximativement 1,5 10 puissance 10 tonnes. C'est-à-dire que ça fait 15 milliards de tonnes d'eau. 15 milliards de tonnes d'eau vaporisée en 24 heures. C'est intéressant, parce que si le 2e jour avait duré plus de 24 heures, eh bien, il n'y aurait plus d'eau sur la Terre. Pourquoi? Puisque, comme c'est exponentiel, il suffisait d'1 heure de plus, et on multipliait ça peut-être par 100, par 1000. Donc si on avait dépassé 24 heures, ben, il restait plus d'eau sur la planète Terre. C'était plus la planète bleue. C'est une planète sèche. Tout aurait été vapeur, la planète Terre serait devenue une gazeuse, comme Jupiter. D'où l'intérêt des 24 heures. Les champs magnétiques terrestres
sont d'une importance capitale. On le sait aujourd'hui. Et ils devaient intervenir avant la création du Soleil. C'était impératif. Parce que quand certains nous disent « Ah, c'est complètement stupide de dire que la Terre a été créée avant le Soleil. » Parce que le Soleil, on sait bien qu'il est bien plus vieux que la Terre, de par la théorie évolutionniste de création de l'univers. Or, on sait que si le Soleil avait été créé avant la Terre, la vie n'aurait plus été possible. Pourquoi? Parce que le Soleil bombarde la Terre, et on en a des preuves par les aurores boréales, de rayonnement cosmique. Les aurores boréales, en fait, sont tout simplement des molécules d'air qui ont été ionisées par des rayonnements cosmiques qui sont très forte énergie, qui vont décomposer l'air, etc. Bon, on ne parle dans le détail non plus. Les aurores boréales, en tout cas, en sont des preuves, on le sait. Ces rayonnements cosmiques frappent la Terre à une vitesse de 1 600 000 km/h. Ça va très très vite. Et donc c'est très très violent, parce que c'est très énergétique. Le rayonnement cosmique a un impact direct sur l'eau. L'eau, H2O. Le rayonnement cosmique vient briser les liaisons hydrogène de l'eau. L'hydrogène s'évapore dans l'univers, et l'eau reste dans l'atmosphère. Et l'oxygène, pardon, reste dans l'atmosphère. Actuellement, malgré le bouclier magnétique, on a notre bouclier, parce que le champ magnétique existe, même il diminue, mais il existe, il disparaît de l'eau en suspension dans l'atmosphère. Il disparaît 142 040 km3 d'eau par an. Il disparaît de la Terre. Ce sont des estimations par la virgule près, mais ce sont des quantités astronomiques. Astronomiques. Regardons par rapport aux réservoirs d'eau qu'il y a sur la Terre. Les océans contiennent 1 350 millions de kilomètres cubes d'eau. Les eaux continentales, 385 millions, j'arrondis, hein. Les glaciers, 27 millions de kilomètres cubes. Les eaux souterraines, 330 millions de kilomètres cubes. Les mers intérieures, 105 000 kilomètres cubes. Les lacs d'eau douce, 105 000 aussi. L'humidité du sol, 70 000. Les rivières et les fleuves, 1700. L'atmosphère, 13 000 km3. La biosphère, c'est des êtres vivants qui contiennent de l'eau, comme nous, on contient 80% d'eau, fait 1100 km3 d'eau. Total, 2 milliards de km3 d'eau. Ça veut dire que en 14 736 ans, il n'y a plus d'eau sur Terre. Petit calcul intéressant permet de montrer que si la Terre elle est vieille de 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, ça fait bien longtemps qu'il n'y aurait plus d'eau sur Terre. La Terre ne peut pas être plus vieille que 6 à 10 000 ans. Ouais. Ah oui, c'est actuellement les réservoirs d'eau sur Terre. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'à la limite, dans 14 000 ans. Si on fait un calcul rétrospectif, on va retrouver peut-être 20 000 ans. Bref, on n'a pas des centaines de milliers d'années. Centaines de millions d'années. La Terre ne peut pas être plus âgée que 10, 15 000 ans. Sinon, il n'y aurait plus d'eau sur Terre. Il y a beaucoup d'éléments qui vont quand même dans le même sens, malgré ce que veulent dire et penser les scientifiques. On continue. Donc le champ magnétique terrestre, on a vu que c'était d'une importance capitale, on vient de le voir. On a vu que le Soleil bombarde la Terre de rayonnement cosmique, ok. Et ces rayonnements cosmiques, non seulement ils désagrègent l'eau, malgré le bouclier. Donc imaginez s'il n'y a pas de bouclier. C'est-à-dire que si la Terre avait existé, si le Soleil avait existé avant la Terre, au moment de la création de la Terre, bah, tout était brûlé. Et il n'y avait plus d'eau, dès le départ. Donc pour qu'on puisse avoir une planète bleue, il fallait que la Terre soit créée avant le Soleil. On le sait aujourd'hui. On ne le reconnaît pas. Parce que le reconnaître, ce serait reconnaître que la parole de Dieu dit vrai. Mais on le sait. Mais on le sait. Ici, nous avons donc ce rayonnement cosmique. Une petite vidéo pour montrer un petit peu le Soleil qui vient sur ce rayonnement magnétique, qui va venir écraser le rayonnement magnétique, qui va venir le bombarder, littéralement. Donc ici, on a, voilà, alors, hop,
Ici, on revient. Voilà. Pour montrer un petit peu ce qui se passe. Un bombardement, donc c'est écrasé complètement à ce niveau-ci, hein, à l'entrée, puisque c'est vraiment un bombardement énorme. Ici, on a les aurores boréales qui se fournissent ici, puisque il y a une déviation, mais ici, ça vient quand même frapper le pôle nord, pôle sud, par le haut, par le bas. C'est pour ça que nous avons des aurores boréales au niveau du grand nord et grand sud. Et on a notre bouclier protecteur, qu'on appelle la magnétosphère, qui entoure la Terre de ce côté-là. Reprenons notre texte, Job, chapitre 41, verset 31, de tout à l'heure. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfums. On a compris pourquoi Dieu a fait cela. Maintenant, prenons le verset qui suit. Il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Il laisse après lui un sentier lumineux. C'est-à-dire que sous le vent solaire, on a toute une traînée magnétique de la Terre, que l'on peut voir, et l'abîme prend la chevelure d'un vieillard, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme des lignes de champs qui vont aller fuyant la Terre dans l'axe du Soleil. Donc on a une description de ce qui se passe au niveau, je dirais, spatial de la Terre dans les textes de Job, chapitre 41, versets 31 et 32. Job, c'est loin d'être contemporain au XXe siècle. Forcément, Dieu a inspiré Job. Job est un livre extraordinaire d'un point de vue pour la création. Il y a eu des révélations extraordinaires qui nous permettent de vraiment comprendre. Donc, le livre de Job exprime de façon, comme je l'ai dit à chaque fois, suffisamment claire pour que nous, aujourd'hui, on le comprenne, et suffisamment littéraire pour que toute personne de tout âge n'ait pas besoin d'être un scientifique hors norme pour comprendre le texte biblique. On peut le comprendre d'un point de vue poétique, en tout cas, ça a aussi un sens extrêmement précis d'un point de vue pragmatique, scientifique. Le verset suivant encore. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il s'agit bien d'un bouclier qui nous permet à nous de vivre sur terre sans rien craindre. Parce qu'en fait, il nous protège. Il nous protège des rayonnements cosmiques, mais il nous protège aussi des poussières cosmiques. Il nous protège aussi au niveau... Donc là, on a l'atmosphère, cette étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, plus le champ magnétique qui va nous protéger des météorites régulièrement qui viennent s'écraser sur Terre, mais en fait, qui explosent avant même. Ce n'est plus qu'une poussière fine qui tombe sur Terre. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'énorme pour que ça finisse par percer ce bouclier. Donc Dieu créa premièrement l'eau pour en former la terre. Genèse 1:1. Nous lisons, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais les cieux, Shamaïm, là, la même ou amas des eaux. Là, il y a l'amas des eaux. La même où il y a l'amas des eaux. Dieu a créé l'eau. Les premières créations de Dieu, c'est l'eau. Donc toute cette image, d'ailleurs par la suite dans le Nouveau Testament, de cette utilisation de l'eau, transformant en vin, etc. Ça part vraiment d'une base très très profonde, puisque tout a été formé à partir de l'eau. Tout a été tiré de l'eau. Chaque planète a été tirée de l'eau. Ce n'est pas que la Terre. Et là, c'est vraiment intéressant. Les scientifiques affirment que l'eau de la Terre vient des comètes. Parce qu'en fait, il faut quand même justifier d'où vient cette eau sur Terre. Parce qu'on est quand même la seule planète à avoir de l'eau. Donc ils disent qu'elle vient des comètes. Le problème, c'est que l'eau des comètes contient beaucoup plus de deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. On en parlera un petit peu, je pense, lors de la prochaine méditation sur la création de la sèche. En tout cas, l'eau des comètes contient beaucoup de deutérium. Or, l'eau sur Terre en contient très très peu, et même sur Terre, il y en a extrêmement peu. Donc si l'eau sur Terre venait des comètes, on aurait beaucoup de deutérium sur Terre. On n'en a pas. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un seul point qui tient dans la théorie évolutionniste de la création hasardeuse de notre système solaire et de l'univers. Continuons, allons plus loin. D'après la théorie du Big Bang, notre planète devrait contenir très peu d'eau. Prenons une citation évolutionniste.
Il y a une chose sur laquelle la plupart des géochimistes et astronomes sont d'accord. Le garde-manger céleste est actuellement dépourvu de l'ingrédient clé de la recette de la Terre. Garde-manger céleste, puisque, a priori, c'était poussière interstellaire, c'est de l'univers que vient la Terre. Or, ce dont est fait la Terre, l'eau, est absent dans l'univers. Problème. Il y a un problème. Revenons à la création de toutes les planètes à partir de l'eau. Pour la plupart des planètes du système solaire, nous connaissons la masse. On peut les calculer en fonction de paramètres gravitationnels, etc. Donc, en prenant les données bibliques, si on connaît sa masse, on connaît la quantité d'eau initiale. Si on connaît la quantité d'eau initiale, on peut calculer, comme on l'a fait pour la Terre, l'orientation unidirectionnelle des atomes d'hydrogène. Donc, on peut connaître le champ magnétique. On connaît la conductivité du noyau, donc la vitesse d'affaiblissement du courant électrique induit par le champ magnétique. Donc en déduire l'affaiblissement du champ magnétique. Plus le noyau est gros, et moins le champ magnétique décline rapidement. Au fur et à mesure que les astronomes mesurent les champs magnétiques des planètes, en envoyant des sondes, différentes sondes, qui vont au-dessus des planètes, qui font le tour, soit autour, soit qui passent à côté, ils confirment la parole de Dieu. Les champs magnétiques sont conformes aux données bibliques et détruisent la théorie de l'univers plus vieux que 6000 ans. Prenons quelques exemples. On va prendre la planète Mercure. Mercure, c'est la première des 4 planètes terrestres. Terrestre, pourquoi? Alors 4, les autres c'est Vénus, Terre et Mars. Terrestre, parce qu'il possède un sol solide contrairement aux planètes gazeuses. Jupiter, Saturne. Il ne faut pas se poser dessus sur Jupiter, Saturne. Alors, information par rapport à l'image, j'espère qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Nous n'avons pas d'image de toute la surface de la planète. Nous avons des images de la planète reconstituées par différentes sondes qui ont pu faire le tour et qui ont pris des photos. Et la zone ici, qui paraît être une traînée de sable, là, en fait c'est une zone où nous n'avons pas d'image. On ne sait pas ce qu'il y a dessus, c'est pour ça qu'il n'y a rien. On pourrait supposer que là il y a eu un piste d'atterrissage, là. Non, rien du tout. C'est juste parce qu'on n'a pas d'image. Donc Mercure est juste un peu plus grosse que la Lune. Planète. Il y règne des températures extrêmes. 430 degrés Celsius le jour, moins 130 degrés la nuit. Sachant que la périodicité n'est pas de 24 heures, elle est beaucoup plus, nettement supérieure. Donc ça tourne beaucoup plus lentement. Donc il y a plus d'exposition au soleil et moins la nuit. Elle possède de nombreux cratères. Elle est très dense. Les scientifiques pensent que son noyau de fer occupe 40% de son volume. Ça donne ça, 40% de son volume. Je pense que le noyau, en fait, il est très très gros. Et en fer. Alors, le fait qu'elle soit 40% du volume, c'est une information incertaine, ce ne sont que des calculs. Son champ gravitationnel. Et ce qu'on sait, par contre, c'est qu'elle est très dense. L'information est certaine. Et elle résulte, elle, du champ gravitationnel. On sait qu'elle est très très dense, très lourde. Et elle possède un champ magnétique. Ce qui est scientifiquement impossible. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de liquide. Elle est trop dense. Pour être aussi dense, elle est forcément solide. Si elle est solide, elle n'a pas de circulation liquide. Donc la théorie de la dynamo ne fonctionne pas. N'existe pas. Pas possible. Sauf s'il y a une dynamo au cœur de la planète, vu que c'était pas possible. Il doit y avoir du métal liquide qui se déplace à l'intérieur. On a dit que c'était pas possible. Ce qui créerait un courant électrique et qui créerait un champ magnétique. La planète est si petite qu'elle ne peut contenir un noyau liquide. En fait, ça boucle. Donc elle doit contenir un mélange de soufre et de fer. Pour s'en sortir, dernièrement, ils se disent, ouais, mais c'est parce qu'en fait, ça ne doit pas être que du fer, d'ailleurs du soufre. Mais le soufre, c'est un élément léger. C'est-à-dire que la planète, à ce moment-là, elle est plus dense. Et en plus, d'après la théorie de la formation des planètes, ça on verra ça lorsqu'on étudiera le 4e jour, c'est impossible, puisque là, c'est des explosions, et les métaux lourds se rassemblent pour former les planètes, et les métaux légers se rassemblent loin du Soleil, c'est pour ça qu'on a des gazeuses, d'après la théorie, loin du Soleil. Et en appliquant les informations bibliques, qu'est-ce qu'on trouve? Formé à partir de l'eau, par le Logos, on y trouve Mercure possède un champ magnétique résiduel tel que mesuré. Il correspond exactement.
Donc c'est la sonde Mariner 10 qui a pu mesurer en fait en 1974-1975. Mercure est une toute petite planète qui confond toutes les théories intelligentes, entre guillemets, de formation du système solaire. Ça me rappelle un verset, 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On a quasiment l'une des plus petites planètes du système solaire qui fait que toute la théorie échafaudée par les évolutionnistes sur la création de l'univers et du système solaire s'effondre. Petite planète qui fait s'effondrer une grande théorie. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Continuons. Un autre exemple, Uranus. Uranus n'a plus de flux thermique. On le sait, c'est quand on fait une observation aux infrarouges par télescope. Donc elle ne peut avoir de dynamo magnétique, puisqu'elle n'a pas de champ magnétique. Donc elle ne peut pas avoir un liquide qui circule, etc., etc. Or, d'après les données bibliques, il doit y avoir un champ magnétique puissant. La sonde Voyager a confirmé l'intensité du champ. Là encore, la théorie scientifique s'effondre. Du coup, les astronomes ont modifié leurs prévisions pour Neptune. Neptune, qui est la sœur jumelle d'Uranus. Disant, bah, du coup, d'après nos calculs, il n'y a pas de champ magnétique, mais il doit y avoir un fort champ magnétique. Un champ intense. Comme le prévoient les données bibliques. La Bible, à chaque fois, c'est juste. Alors pour information, il y a encore quelques planètes dont on ne connaît pas le champ magnétique, mais d'après les textes bibliques, on peut déjà déterminer quel est le champ magnétique. Qui contredit évidemment les théories scientifiques qui disent non, ça c'est pas possible, nous on sait bien que c'est pas possible. Sauf qu'à chaque fois qu'ils ont dit ça, ils se sont trompés. Les prédictions données par la théorie des dynamos est empirique et aléatoire, ne donnent rien. Les données bibliques permettent des prévisions précises et répondant à la logique de la création de Dieu. Un dernier problème se pose pour les scientifiques. Bon, il y en a plein, mais ce dernier, parce que sinon on est là jusqu'à demain. La Lune. La Lune, les roches ramenées par les astronautes montrent un champ magnétique puissant dans le passé. Il n'y en a plus. D'après la théorie scientifique, elle n'en a jamais eu. Or, 385 kilogrammes, 385 kg de roches ramenées par les expéditions lunaires ont montré qu'il y a eu un énorme champ magnétique sur la Lune. Aujourd'hui. Et les roches montrent qu'il y a eu de l'eau, qui, d'après la théorie de formation de la Lune, est impossible. La Lune, on verra encore le 4e jour, aurait dû être formée, d'après les théories, par une explosion. En gros, ça se théorie de voir une petite planète sur la Terre qui aurait fait que le bout de Terre serait déchiré. C'est des grands calculs à la route. Ce qui est impossible selon les théories scientifiques de formation de la Lune. Il ne peut pas y avoir d'eau, ni de champ magnétique, ni jamais avoir eu de champ magnétique. Or, il y a eu les deux. Puisque tout a été formé à partir de l'eau, d'après les textes bibliques. Autre texte. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu appela l'étendue Rakia. Rakia, c'est un mot qui est utilisé 17 fois. Parole de Dieu. Dont 5 fois dans Genèse 1, 6 à 8. Le texte que nous venons de lire. Donc il reste 12 fois. Pas anodin. Rien n'est anodin. De toute façon, dans la parole, donc s'il reste 12 fois, c'est parce que 12, il y a eu 12 apôtres, 12 tribus. 12, c'est la révélation de la puissance de Dieu. Il y a 4 mentions dans Genèse 1, 14 à 20. Je vois qu'il reste. 1, 14 à 20, c'est la création de la Lune, du Soleil et des étoiles. Je ne sais pas qu'ils ont été créés dans l'atmosphère. Et dans ces 4 fois, Genèse 1, 14 à 20, le mot rakia est toujours associé à l'étendue des cieux. Toujours. D'accord ? Alors que là, dans notre texte, c'est l'étendue qui est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, on verra, quand on étudiera le 4e jour, pourquoi.
Et une autre fois, dans le psaume 19, verset 1, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue, c'est rakia. Manifeste, nagad, qui veut dire permet de comprendre, donner une explication, donc donne une explication. Donc, et l'étendue permet de comprendre ou donne une explication de l'œuvre des mains de Dieu, de la création, comme on vient de le voir ce soir. En fait, cette étendue, ce texte biblique, deuxième jour, permet de comprendre exactement comment Dieu a créé toutes choses. Nous avons d'autres expressions, les autres expressions qui sont utilisées. Ce verbe rakia, c'est dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 22, 23, 25, 26 et chapitre 10, verset 1. Donc il est dit, il nous est donné une description de l'action des envoyés de Dieu, donc ce sont les animaux, les anges. On va pas rentrer dans le détail de l'étude du texte. Sous le ciel de cristal, cristal étant Kéra, glace. Donc sous le ciel de la limite, on a vu tout à l'heure dans Job, du givre, c'est-à-dire sous la stratosphère. Ça montre bien que Dieu agit non pas un peu au hasard dans l'univers, c'est que la terre est l'objet de toute l'attention de Dieu, et que toute l'action de Dieu et les envoyés de Dieu se situent là où l'homme vit. Pas là où il pourrait y avoir une petite bactérie peut-être sur une comète, c'est là où l'homme vit, sous cette limite que nous on appelle stratosphère, qui est la terre. La terre. Dieu agit sur la terre. Donc là, c'est toute la puissance de Dieu qui intervient. Alors, j'ai mis un petit bonus pour la suite, pour la page d'après, pour finir. On ne va pas rentrer dans le détail thermodynamique parce que c'est un peu complexe, mais c'est juste pour vous montrer le détail, la précision du texte biblique. Quel intérêt Dieu a-t-il de nous donner cette limite de la stratosphère? Bon, c'est intellectuellement intéressant. Mais pourquoi? Et en fait, si on regarde, si on prend une courbe, alors c'est peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour voir les implications. Si on prend la courbe de du changement d'échangement de la température, qui va être en rouge, et du point de rosée, la ligne verte de l'atmosphère par réchauffement diurne près du sol et refroidissement d'altitude, peu importe. On a ici un mouvement, en fait, pour voir deux courbes entre refroidissement et réchauffement. À ce moment-là, on a la ligne jaune qui montre l'air qui est, qui rentre en convection, donc il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir plein de choses qui va se passer en fonction des températures. Mais ce que l'on remarque, c'est que la limite donnée par Dieu, limite où il y a le point de givre là, de la stratosphère, c'est celle qui ne varie pas, quelles que soient les variations en dessous. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tempête phénoménale, on fait presque prendre un film hollywoodien sur des contextes climatiques extraordinairement apocalyptiques, cette limite, elle ne bouge pas. Et Dieu est toujours en dessous de cette limite qui ne bouge pas. Quoi qu'il nous arrive, Dieu est là. Quoi qu'il puisse nous arriver, quels que soient les paramètres qui peuvent être atroces, tempête, etc., froid, chaud, Dieu est là. Il a une limite au-delà de laquelle rien ne se passe, et lui, il agit. C'est son œil qui est posé sous cette limite. Il a l'œil sur chacun, quoi qu'il arrive.